Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission La Lecture. La Lecture est une émission pour les amoureux et amoureuses de la lecture. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Aujourd'hui, nous recevons M. Adama Sanoko, autrement appelé écrivain du temps, est un jeune écrivain talentueux. Il est sortant de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il est également co-auteur de plusieurs livres et auteur d'un livre, Amila Bamakoise. Il est artiste slammer. Bonsoir, Monsieur Adama. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, mes mots de bienvenue sont des mots d'encouragement parce que ça fait la deuxième fois que je passe sur ce plateau Actuel Média. Donc, tout ce que je peux dire, c'est de remercier les téléspectateurs d'Actuel Média et d'encourager ce média qui est d'arrache-pied pour la promotion des écrivains et de leurs livres. Donc, c'est une joie que je partage avec vous cet après-midi autour de la lecture et de mon livre. Alors, Monsieur Adama, notre émission porte le nom La Lecture. Qui écrit un livre forcément lit, qui ne lit pas ne peut pas écrire un bouquin. Monsieur Adama, pouvez-vous nous parler de la lecture et de son importance? Bon, je pense que c'est un secret de polichinelle que la lecture est la cheville ouvrière de la pensée positive parce que la lecture est très prépondérante dans la vie d'un être humain, que cet être soit à l'école ou bien à la maison. On peut dire que la lecture nourrit l'esprit. En lisant, on a un vocabulaire très riche. En lisant, on a tellement de mots qu'on se prépare à affronter le public parce que quand on lit, on enrichit son vocabulaire et lorsqu'on est en face d'un auditoire, on ne perd pas les mots parce qu'on est quand même aguerri et on a suffisamment de bagages littéraires. En dehors de ça, la lecture permet aussi de découvrir plusieurs cultures parce que nous sommes dans un monde où seuls les écrits restent et les paroles s'envolent. Là, on peut être au Mali et découvrir la culture ivoirienne ou bien la culture française rien qu'à travers les livres et les écrivains qui se prononcent à travers les cultures dans les livres. Donc on peut être au Mali et découvrir les cultures d'autres pays. En dehors de ça, la lecture forme parce que quand on lit beaucoup, lors d'une dissertation pour les élèves, vous allez rencontrer des mots et si ça se trouve que vous avez déjà lu suffisamment, ça vous permettra de ne pas faire hors sujet. Donc il y a tellement une panoplie de bienfaits de la lecture qu'on ne saurait tout citer. Donc ça permet de nourrir d'abord l'esprit, de former l'esprit et de découvrir la culture des autres pays. Alors, Monsieur Adama, vous êtes écrivain. Pouvez-vous nous parler un peu de l'écriture? Pourquoi écrire et pour qui écrivez-vous? Bon, d'ailleurs, j'écris pour moi-même d'abord parce que l'écriture s'avère en ce sens comme un moyen d'exprimer ma pensée, de me libérer. C'est-à-dire lorsque je traverse un mal dans mon être, ça me permet de me libérer et d'exprimer avec le monde extérieur, la pensée qui jaillit en moi en fait. Donc à travers mes écrits, je aborde des thèmes et je sensibilise surtout dans mon livre intitulé Amila Bamakoise. Et avec l'écriture, je partage avec le monde ces mots qui gangrènent notre société, qui sont plusieurs d'ailleurs. On peut parler de la politique, de la prostitution, tout un thème, beaucoup de thèmes qu'on peut aborder. Donc pour répondre à votre question de façon résumée, j'écris pour moi-même, pour exprimer ma souffrance ou bien les thèmes que je veux partager avec la société. En plus de ça, j'écris pour les lecteurs, pour les sensibiliser sur les différents thèmes de la société. Mais d'où vient cet amour pour la lecture, pour l'écriture aussi? L'amour de la lecture, c'est ce que je disais depuis le début de mon allocution. Je dis que lorsqu'on lit, on développe une certaine intelligence ou bien on développe son esprit au fait. C'est ce que je disais, la lecture est la cheville ouvrière de l'esprit, de la pensée positive au fait. Quand quelqu'un lit beaucoup, vous verrez que dans les écrits ou dans la parole,
la personne a quand même des arguments bien structurés, bien fondés et qui peuvent être convaincants. Je ne dis pas, c'est à relativiser parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup aussi mais qui n'ont pas cette compétence-là. Mais pour moi, la lecture permet de forger non seulement les esprits, mais de préparer, d'aguerrir cette personnalité-là, de forger votre personnalité et de faire face aux défis de la société. Et l'écriture également, pour moi, ça permet de véhiculer ces pensées qui dorment en moi, qui somnolent en moi, envie de sensibiliser mon entourage. Comment voyez-vous l'écriture au Mali? Est-ce que les écrivains sont accompagnés, considérés? Est-ce que vous avez des problèmes avec les maisons d'édition? Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? En tant qu'écrivain au Mali, c'est-à-dire qu'on va parler des jeunes écrivains parce que je ne vais pas trop me prononcer sur les écrivains qui ont 10 ans d'expérience et tout, mais je vais juste m'appesantir sur la jeune génération. Actuellement, on écrit, mais la jeunesse est confrontée à pas mal de problèmes, notamment le problème d'édition, parce que vous allez voir que quand beaucoup de jeunes ont l'amour d'écrire, beaucoup de jeunes écrivent aujourd'hui et ce qui est déjà à encourager. Mais le problème est qu'on a un véritable problème d'édition parce que les maisons d'édition au Mali coûtent extrêmement cher. Le coût de l'édition varie 300 000, 400 000 pour un livre au fait. Je n'en ai aucune idée, peut-être que ça peut s'avérer dans le temps, on disait qu'il n'y a pas assez de maisons d'édition au Mali, mais actuellement il y a une pléthorique d'éditions et de maisons d'édition, de jeunes maisons d'édition, et jusqu'à preuve du contraire, lorsque les jeunes écrivent, on est confronté à ce problème-là. Et puis vous allez voir aussi que les maisons d'édition ne croient pas tout de suite aux jeunes. Parce qu'avant de publier un jeune, elles se disent, parlant des maisons d'édition, est-ce que ce livre va marcher? Est-ce que ce livre va m'apporter beaucoup? Est-ce que quand je publie ce livre-là, est-ce que l'argent que j'ai investi dans ce livre-là, est-ce que je serai en mesure de retirer l'argent financier? Donc il y a tout ce doute-là qui taraude l'esprit des responsables des maisons d'édition. Donc, comme conclusion, ils n'ont vraiment pas confiance aux jeunes. Et lorsqu'ils publient des livres, peut-être ce sont des livres des écrivains qui ont plus d'années d'expérience ou bien qui ont une popularité autour d'eux. Parce qu'ils se disent que lorsqu'on va publier ces livres-là, la personne a tellement d'influence ou bien la personne est tellement connue dans le monde de l'écriture au Mali que ça va marcher. Mais tout de suite, lorsqu'un jeune envoie un manuscrit, un jeune comme vous, un jeune comme moi, lorsque nous envoyons nos manuscrits à ces maisons d'édition-là, il y a le doute, ils essayent de vous tourner et au finish, ils disent que ils avancent des prétextes bidons disant que non, le livre n'est pas suffisamment mûr, le livre n'est pas bien structuré. Donc il y a tellement de problèmes auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui dans le monde de l'édition au Mali que les gens ignorent au fait. Mais est-ce que le métier d'écrivain nourrit son homme au Mali? Bon, à vrai dire, ceux qui écrivent, ceux qui viennent dans l'écriture, entre guillemets, pour s'enrichir ou bien de se faire une fortune, au Mali, ça ne passe pas. Au Mali, on écrit juste pour le plaisir parce qu'on a envie d'écrire. Et même pour acheter ces livres-là, c'est vraiment un problème. Si ça ne tenait qu'à moi, mon livre sorti, j'allais le vendre, j'allais le distribuer gratuitement parce que moi, l'écriture, c'est juste pour le plaisir. Je ne le fais pas pour m'enrichir, au fait. Mais compte tenu des conditions de publication de la maison d'édition, parce que moi, j'ai été publié gratuitement. C'est à l'issue d'un concours que j'ai été publié. Donc, la maison d'édition a besoin de ce fonds-là qu'elle a investi dans le livre. Donc, pour répondre à votre question, lorsqu'on s'assoit dans son salon et on écrit, on dit qu'on va s'enrichir, on ne va vraiment pas s'en sortir parce que les livres ne sont vraiment pas achetés au Mali et même ceux ou celles qui ont l'amour de la lecture demandent les livres PDF. Or, les PDF ne peuvent vraiment pas nourrir l'auteur qui a pris son temps, qui a mis son intelligence en avant pour produire une production littéraire et comme les poésies, les livres de théâtre, le roman et tout. Donc, écrire au Mali, on écrit pour le plaisir et non pour l'argent. Peut-être si on écrit, on devient populaire, l'argent ça peut venir après, mais pour le moment, dès le début, si vous vous focalisez sur l'argent pour dire que je vais publier et me faire une fortune au Mali, ça ne passera pas. Et lorsque vous vous asseyez, vous allez mourir de faim chez vous.
Et de vous à moi, vous savez que les jeunes aujourd'hui, même une minorité de ces jeunes-là qui lisent les livres, préfèrent l'emprunter au fait. On ne va pas quand même comme par investir exemple, aller au centre culturel français. Voilà, donc on va vraiment pas, voilà comme là-bas, ou bien à la bibliothèque où on part pour lire sur place. Par exemple, si vous allez à la Bibliothèque nationale, vous allez lire ce livre-là parce que c'est sur place. Donc, en laissant peut-être les nourritures, les bonnes denrées au marché, on ne peut pas investir dans les livres. Or, les livres nourrissent l'esprit. Donc, on n'écrit pas pour de l'argent au Mali, mais c'est juste pour le plaisir, mais l'argent peut venir après. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission La Lecture. Alors, monsieur Adama, nous voulons que vous nous parliez un peu de votre livre Amila Bamakoise. Ok, merci beaucoup, parce que, comme je le disais, c'est la deuxième fois que je parle de ce livre-là sur ce plateau Actuel Média. Amila Bamakoise est une pièce de théâtre de 2 tomes. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, excusez-moi, vous voyez les livres, mais le livre, c'est un seul livre. C'est un seul livre, mais en 2 tomes, c'est-à-dire que c'est 2 livres en un, au fait. Donc, compte tenu de l'édition, la maison d'édition a opté ainsi pour en faire un seul livre, parce que la couverture était chère et tout. Donc, moi-même, je n'avais pas financé dans le livre, donc je ne pouvais vraiment pas m'opposer à cette règle-là. Donc, comme je le disais, Amila Bamakoise est une pièce de théâtre en 2 tomes qui touche la société, qui aborde plusieurs thèmes de la société, notamment la vengeance, l'usurpation des fonctions, les inconvénients des réseaux sociaux, l'immigration qui est un thème d'actualité, la corruption, la haine, l'amour. Mais les 2 principaux thèmes à retenir, j'ai bien dit que les 2 principaux thèmes à retenir dans cette pièce de théâtre, c'est la prostitution et la dépravation des mœurs. Ok. Maintenant, pouvez-vous nous parler, c'est-à-dire approfondir les thèmes? La prostitution de qui? Les personnages principaux. Ok, Amila Bamakoise met en scène plusieurs acteurs, mais les principaux acteurs, ou bien les principales actrices, parce que ce sont des jeunes filles, mes sœurs, il y a Amila Bamakoise, Gafou la Blanche et Lagaré la Française. Donc, comment la scène se déroule, je vais juste faire un petit résumé. Ami est une fille matérialiste à l'époque, et ainsi que Gafou la Blanche, mais Lagaré est la scène du groupe qui n'aimait pas vraiment cette vie-là de prostitution, si je peux me permettre de le dire ainsi. Mais suite à la pression de la famille, la famille de Lagaré, parce que les parents de Lagaré voyaient que Amila Bamakoise et Gafou la Blanche accomplissaient ou bien participaient aux dépenses de la famille pendant qu'elles étaient étudiantes et Lagaré aussi était étudiante. Donc les parents vont dire que Amila Bamakoise et Gafou la Blanche font tout pour aider les parents, tandis que toi tu es ici, tu ne fous rien, tu manges matin, midi, soir et tu ne nous aides pas. Donc ils vont faire la pression, parlant de ils, je parle des parents de Lagaré, ils vont faire la pression sur la sainte du groupe. Donc, pas fini, suite à cette pression-là, elle va quand même adhérer à cette vie de prostitution. Bon, comme conséquence, elle va se retrouver en France avec toute une célébrité autour d'elle, mais par finir, elle va rentrer au pays bredouille parce qu'elle aurait quand même perdu la chance d'étudier au pays parce qu'elle a été dupée par un Français qui l'a promis d'aller financer ses études à l'extérieur. Et par finir, elle a découvert qu'elle a été juste trompée. Elle va continuer cette vie de prostitution là-bas, pendant que Amila Bamakoise et Gafou la Blanche continuaient cette même vie-là au Mali. Et de retour au pays, elle va regretter et elle va se mordre la main. Pourquoi j'ai sali ma vie comme ça, comme Amila Bamakoise et Gafou la Blanche. Maintenant, comme Amila Bamakoise et Gafou la Blanche et Lagaré vont finir, donc je ne serai vraiment pas en mesure de tout réciter parce que sinon les gens n'achèteront pas le livre. Donc j'invite le lecteur à aller acheter le livre et lire le message qui s'y trouve et les thèmes ainsi que ces actrices-là. Ok, monsieur Adama, vous avez parlé de la relation entre étudiantes et professeurs sur l'espace universitaire. Oui, effectivement. Et pourquoi avoir abordé ces termes? Est-ce que vous avez vu un fait dans la société ou bien est-ce que vous avez vu un fait qui s'est passé dans votre université ou bien voilà?
Bon, j'avais même sauté ce détail-là. Oui. Amila Bamakwaz est tiré d'un fait réel, c'est-à-dire Oui. que c'est une histoire qui m'a été racontée, mais en plus de cette histoire originale, intrinsèque, Oui. j'ai misé aussi sur l'imagination parce que je ne pouvais vraiment pas me limiter seulement qu'à l'histoire parce qu'il y avait aussi des thèmes que je devais prendre en compte. Oui. Et pour la petite histoire, j'étais à l'université, c'est-à-dire à Kabbalah, en lettres modernes avant d'abandonner pour aller faire l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. J'ai fait une année là-bas et mes yeux ont vu des trucs que mon ventre ne pouvait vraiment pas garder. Il y a toute une magouille qui se passe là-bas pour des notes, des filles qui se livrent au professeur. Bon, il y a IM qui demande l'argent pour valider. J'ai dit à mon époque, je ne sais pas si ça se passe maintenant. Mais c'était bon, c'est vous qui le dites. Oui. Voilà, donc je ne suis vraiment pas là-bas maintenant, je n'y vais pas. Donc oui. Je ne veux vraiment pas dire que ça existe. Mais je mettrai ma main au feu aussi que ça existe. Parce que combattre la corruption, ce n'est pas quand même pas facile. Quelque chose qu'on peut extraire de la société à un coup de tête ou bien tout de suite. Ça ne peut vraiment pas passer comme ça. Donc j'ai vu que des étudiants innocents qui venaient des villages, des campagnes, étaient victimes d'une discrimination absolue. Donc j'ai dit que bon, pourquoi ne pas me prononcer sur ces cas-là? Donc pour répondre à votre question, je pense que j'ai vu de mes yeux et on m'a dit aussi qu'il y a des filles qui font ça, qui préfèrent flirter avec leur professeur juste pour avoir des notes. Et les garçons aussi, parfois, qui cotisent de l'argent pour des moyennes, pour rien que qu'ils valident les modules et les matières. Donc, j'interpelle ces jeunes-là, je dis que ce n'est pas le moyen le plus approprié. Même s'il y a la corruption, vous allez passer certes aujourd'hui, mais si votre diplôme, on va vous dire que vous avez un diplôme en lettres modernes, mais dans la vie active, lorsqu'on vous met à l'épreuve, même un élève de terminale qui est bien formé que vous, va vous battre tout de suite. Donc, ça ne sert à rien de se vanter d'un diplôme mal acquis. Donc, il faut vraiment accepter de torturer l'esprit, de nourrir l'esprit. Et ça va être très bénéfique pour vous, même si on dit que dans la société malienne, les gens refusent de se former. Dans le lot, il faut vraiment être dans le lot de ceux qui se forment parce que dans l'avenir, je ne dis pas aujourd'hui, peut-être après nous, les enfants ou bien tout, mais je sais et je suis conscient qu'à l'avenir, on va miser seulement que sur les meilleurs. Donc il faut s'arranger pour se former, pour être dans le lot de ces meilleurs-là. Monsieur Adama, pourquoi avoir choisi ce genre littéraire et pourquoi pas les autres? Nous avons la poésie, voilà, le théâtre. Pourquoi avoir choisi le théâtre en fait? Bon, il y a une panoplie de genres littéraires. Oui. Il y a la poésie, il y a l'essai, il y a le théâtre, il y a la nouvelle, il y a le roman, il y a les fables et tout, il y a des récits et tout. Moi, j'ai 2 recueils de poèmes finis qui sont gardés à la maison. Et pourquoi je n'ai pas voulu faire sortir tout de suite un recueil de poèmes? La raison en est que lorsqu'on se connecte aujourd'hui au monde virtuel, on voit que la plupart des productions, surtout des jeunes, sont des poésies et parfois on retrouve des nouvelles, quelques rares fois romans. Oui. Parce que écrire un roman, c'est vraiment fastidieux et c'est vraiment ennuyant. On torture l'esprit. Il faut avoir quand même une inspiration vraiment bien robuste pour les faire. Le théâtre, obéit à certaines règles, que beaucoup ne maîtrisent pas. C'est pourquoi peu de jeunes s'intéressent au théâtre. Oui. Et moi, j'ai voulu marquer un peu la différence. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres. Toute humilité gardée. Faire l'exception. Voilà, faire exception si je peux le dire. Sinon, je ne peux dire pas. Je ne suis vraiment pas le premier jeune à écrire une pièce de théâtre. Tout le monde peut le faire déjà. D'ailleurs, il suffit de lire et s'adapter aux règles et tout. Et on peut même produire ça en une soirée si vous avez l'inspiration. Mais je dis que bon, je ne vais pas sortir avec un recueil de poèmes parce qu'il y a tellement sur la toile, lorsqu'on se connaît, on voit des recueils de poèmes. Donc, je dis que bon, pourquoi ne pas sortir avec une pièce de théâtre? Sinon, j'ai 2 recueils de poèmes. Je suis côté de plusieurs recueils de poèmes d'ailleurs. Oui. Donc j'ai voulu juste faire exception et adapter l'histoire au théâtre. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça a marché. Quels sont vos projets d'écriture? Donc je disais que après, je vais un peu sortir de ces productions littéraires-là. Quelqu'un qui a écrit une pièce de théâtre, je disais que à la sortie de ce livre, il y a des maisons de production de films qui m'ont approché pour dire qu'ils allaient en faire un film.
Donc nous sommes sur ce projet-là. Je disais qu'à l'avenir, je vais m'investir dans la rédaction des films, des grands films, et pour qu'on puisse jouer ces scènes-là, pour qu'on puisse, je puisse mettre sur scène des acteurs qui vont jouer des rôles, qui peuvent sensibiliser la société, qui peuvent être utiles pour le Mali qui traverse pas mal de problèmes en ce moment. Donc ces films seront des vecteurs de transmission du message positif à l'endroit de cette société-là qui en a besoin. Quels sont vos conseils pour la jeunesse? Quels conseils avez-vous à donner à cette jeunesse? Vous avez parlé des filles qui se prostituent pour de l'argent, des filles qui subviennent aux besoins de leur famille à travers cette prostitution, et aussi des jeunes étudiantes qui s'adonnent pour des notes. Donc, pouvez-vous nous parler, pouvez-vous nous donner des conseils à nous, la jeunesse? Bon, moi je dirais seulement qu'à la jeunesse, c'est ce que je disais, oui, d'accepter de souffrir pour se former. Oui. Il faut vraiment se former. Même il y a des jeunes qui, surtout dans notre société, il y a tellement de problèmes, qui baissent les bras tout de suite. Oui, bon, je suis issu d'une famille pauvre, donc lorsque je vais à l'université, surtout les universités publiques, dont la qualité de la formation reste à désirer, mais il ne faut vraiment pas baisser les bras. Les universités publiques au Mali ne forment pas. C'est l'étudiant qui s'auto-forme, au fait. Lorsqu'on se limite seulement qu'au cours et l'on vient à la maison, on dort sur ses oreillers, on ne peut vraiment pas voir la qualité de la personne dont vous rêvez. Lorsque vous voyez des grands débatteurs, des présidents, des gens éloquents dans les télés, dans les médias, vous êtes tout de suite ébahis et étonné de cette performance-là. Mais ce ne sont pas des gens qui ont dormi, ce sont des gens qui ont bossé très dur pour atteindre ce stade-là. Donc je dirais aux jeunes que la formation fait très mal, et former l'esprit, c'est vraiment pas quelque chose d'aisé, mais il faut vraiment accepter ce mal-là. Il faut accepter de souffrir pour se former. Donc c'est juste des messages d'encouragement à l'endroit de cette jeunesse-là. Ok, non, je vais aussi ajouter qu'on peut sortir d'une famille pauvre, mais se former, être à la hauteur et vraiment tirer le bras de tous ses frères et de sœurs là, vers l'éducation que vous avez peut-être ratée. Mais quel conseil avez-vous pour ces parents qui poussent leurs enfants à la prostitution? Je disais que bon, c'est un secret de polichinelle que lorsqu'on met un enfant au monde, ce n'est pas l'enfant à un certain âge de s'occuper de vous, mais c'est à vous de vous occuper de cet enfant-là. Certes, l'enfant peut s'occuper des parents, mais ça vient après, au fait. Après une éducation de qualité, après que cet enfant-là ait vraiment un boulot adéquat, favorable et bien rémunéré, il peut vous venir en aide, mais vraiment à un certain âge, je tiens vraiment à terminer cette partie-là. Lorsque l'enfant à un certain âge d'aller à l'école, élève ou bien étudiant, ne peut vraiment pas s'occuper de vous tout de suite. Donc il faut le laisser faire. Et après la formation est installée, l'enfant en retour va s'occuper de vous. Lorsque vous le poussez à bout, oui, il faut m'amener de l'argent, comme les parents de Lagaré l'ont fait dans le livre. C'est juste pousser l'enfant sur la voie de la perdition, et ça peut déboucher sur pas mal de problèmes qui peuvent même détruire, anéantir la vie de l'enfant. Donc vous pouvez poser votre question. Mais et si ces études que nous faisons aujourd'hui n'aboutissent pas, c'est-à-dire que ces études n'aboutissent pas à un travail spécifique, quoi? Parce que vous savez que je suis étudiante, c'est vrai que nous étudions. Après les études, qu'est-ce que nous allons faire? On ne sait pas ce qu'on va faire après les études, puisque nous étudions des matières et après il faut se spécialiser, donc ce n'est pas du tout facile. Bon, moi je pense que ça c'est un problème du système éducatif même d'un pays, parce que lorsque on part peut-être en France, vous allez voir que depuis le bas âge, l'enfant sait ce que je dois faire. L'enfant sait, après cette formation-là, qu'est-ce que je vais devenir au fait. Lorsqu'on jette un regard sur ces formations-là de l'extérieur, on voit que l'enfant tout de suite, depuis le bas âge, on dit que bon, toi, on n'impose pas à l'enfant.
Tout à fait. Voilà, donc on voit que l'enfant est bien dans tel domaine, il est footballeur, on l'aide dans ce sens-là. Il est mathématicien, on l'aide dans ce sens-là. Donc là-bas, on l'assiste, on l'accompagne. On l'assiste, voilà, il y a un suivi auprès de l'enfant. Mais chez nous, vous allez voir que c'est le contraire. Chez nous, vous allez voir que ça fait tellement mal qu'un élève, juste après avoir eu le bac, se demande maintenant qu'est-ce que je vais faire à l'université et se met à cogiter. Et là, c'est là le mal vient en fait. Le mal vient dès de là. Lorsque vous avez le bac, et c'est là que vous vous posez la question, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la FCEG, je vais faire la lettre, je vais faire l'anglais. Au final, on ne sait même pas où on est bien et comme conséquence, comme résultat, disons, on va se jeter dans la gueule d'une faculté et au final, on sort bredouille sans compétence et on accuse l'État. Bon, l'État a fait ça. Bon, bien vrai que les formations sont quand même hybrides au Mali, c'est-à-dire que c'est varié et puis c'est mélangé en fois. On peut faire tout. On vient avec un système, on dit que vous allez faire tant, vous allez faire tant. On ne sait même pas parvenir qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, on finit avec la FCEG, on sort avec une licence, ils disent professionnelle, mais en réalité, lorsqu'on voit les étudiants peut-être de la FCEG, on voit que c'est destiné à une licence professionnelle spécialiste au fait. C'est-à-dire qu'on doit se spécialiser en quelque chose. Or, c'est le contraire. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment revoir le système éducatif, peut-être au Mali, faire le suivi des enfants dès le bas âge, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que l'enfant veut réellement, ou bien c'est à l'enfant, après avoir acquis un certain âge, dit aux parents, bon, c'est ce que je vais faire. Et si ces parents-là sont vraiment attentifs aux propos de l'enfant, ils vont l'aider dans ce sens-là. Donc, il y a un problème du système éducatif qu'il faut revoir. Il faut que les parents assistent les enfants et en retour, il faut que aussi l'enfant sache à un certain âge qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire dans la vie. Monsieur Adama, quel est votre mot de la fin puisque notre émission tire à sa fin? Bon, c'est juste des messages d'encouragement depuis le début. J'ai dit que peut-être Actuel Média, c'est comme peut-être une maison parce que j'ai tellement d'amis qui travaillent déjà ici. Bon, ce n'est pas l'occasion de faire la pub de ces amis-là. Mais c'est ma deuxième fois aussi de passer sur votre plateau. Et je vous remercie pour le temps accordé à ma personne ainsi qu'à ma production littéraire. C'est une joie qui m'anime. Si c'était à refaire, je n'hésiterai pas à le refaire. Et vous féliciter aussi pour la qualité et la pertinence de vos questions. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à vous monsieur Adama d'avoir effectué le déplacement. Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. On se dit à la prochaine. Au revoir.